Le 15 octobre 1946, prison de Nuremberg, Allemagne. 2 heures avant l'exécution programmée, un garde vérifie la cellule où est détenu le prisonnier numéro 1 des jugements, Hermann Göring, l'homme qui un jour fut le 2e plus puissant du Troisième Reich, déjà immobile dans son lit étroit. À côté, une note manuscrite dans sa bouche, les restes d'une capsule de cyanure de potassium. Le Reichsmarschall avait trompé tout le monde. L'homme qui collectionnait les titres comme des trophées, qui commandait la Luftwaffe et architecta la persécution des Juifs, qui vivait dans des palais remplis d'art volés, choisit sa propre fin. Il refusa de donner aux Alliés la satisfaction de pendre Hermann comme un criminel ordinaire. Comme un pilote de guerre décoré, il s'était transformé en architecte de la machine de terreur nazie. Comment quelqu'un d'aussi puissant a-t-il pu cacher du poison mortel pendant 11 mois sous surveillance constante, et que révèlent ces dernières heures sur l'arrogance d'un régime qui se croyait supérieur? Restez jusqu'à la fin pour découvrir le mystère qui intrigue encore aujourd'hui les historiens. Comment Göring a-t-il obtenu le cyanure qui a frustré la justice internationale? Avant de commencer, notre objectif est 1 million d'abonnés. Cela semble beaucoup, mais avec votre aide, nous y arriverons. Abonnez-vous maintenant. Aimez et faites partie de cette histoire du héros de guerre au bras droit de Hitler. Le 12 janvier 1893, Rosenheim, Bavière. Au milieu des montagnes du sud de l'Allemagne, naissait Hermann Wilhelm Göring, descendant d'une famille prussienne traditionnelle, où l'obéissance, l'honneur et le service à l'État étaient des valeurs sacrées. Son père, Heinrich Göring, avait été consul général allemand au sud-ouest africain, l'une des colonies les plus problématiques de l'Empire. Ce passé colonial et militaire façonna l'environnement dans lequel Hermann grandit, un foyer où l'orgueil germanique et le culte de l'autorité se respiraient dès l'enfance. Dès l'enfance, il rêvait d'uniformes, de défilés et de gloire de bataille, hérédant de ses ancêtres le sentiment que l'Allemagne était née pour commander. Quand la Première Guerre mondiale éclata, Göring était déjà un jeune officier déterminé. Il initia sa carrière au 112e régiment d'infanterie, mais il perçut rapidement que son ambition ne se satisfaisait pas dans les tranchées. Des problèmes de santé l'éloignèrent du front terrestre, mais le destin le conduisit vers le ciel. En 1915, il se transféra au service aérien de l'armée, une arme encore expérimentale, où il trouva sa véritable vocation. Là, dans l'espace ouvert et dangereux des combats aériens, Hermann Göring découvrirait le champ idéal pour l'héroïsme et l'ego. Comme pilote de chasse, il se distingua par l'audace et la précision. En peu de temps, il conquit 22 victoires aériennes confirmées, devenant un as de l'aviation et un symbole de la nouvelle élite guerrière de l'Empire allemand. Les registres militaires de Berlin documentent son ascension vertigineuse, décoré de la Croix de fer de première classe et en 1918 de la convoitée pour le mérite, la plus haute distinction prussienne, accordée uniquement aux pilotes qui démontraient du courage et un leadership exceptionnel. Après la mort du légendaire Manfred von Richthofen, le Baron Rouge, Göring fut choisi pour lui succéder au commandement de la Jagdstaffel 1. L'unité d'élite de l'aviation allemande était une position de prestige, mais aussi de pression immense. Diriger les meilleurs pilotes du pays quand le destin de la guerre se montrait déjà sombre. Néanmoins, il maintint le moral de l'escadron jusqu'à l'effondrement final. Mais l'armistice de 1918 détruisit plus que l'armée allemande, il détruisit l'orgueil de toute une génération. La défaite et le traité de Versailles humilièrent le pays, imposant des réparations économiques lourdes, mutilant ses forces armées et plongeant des millions dans le désespoir. Göring, comme tant de vétérans, se sentait trahi, convaincu que l'Allemagne n'avait pas été vaincue sur le champ de bataille, mais poignardée dans le dos. Ce ressentiment serait le carburant de son futur politique. À Munich, dans les années turbulentes d'après-guerre, il trouva un nouveau sens à sa colère. En 1922, en assistant à un meeting enflammé d'un agitateur appelé Adolf Hitler, Göring reconnut quelque chose de familier: discipline, nationalisme et désir de revanche. Impressionné par le charisme et la promesse de restaurer la gloire allemande, il s'approcha du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. L'année suivante, il participa activement au putsch de la Brasserie, la tentative de coup d'État qui cherchait à renverser le gouvernement de Bavière. L'affrontement se termina en désastre. Göring fut grièvement blessé à l'aine, une blessure qui le força à fuir en Autriche puis en Italie. Là, sous de fortes douleurs, il commença à utiliser de la morphine, une dépendance qui l'accompagnerait jusqu'à la fin de sa vie, marquant sa personnalité d'un mélange d'euphorie, d'arrogance et d'instabilité émotionnelle.
Quand il retourna finalement en Allemagne, il trouva Hitler libéré et réorganisant son parti. Le leader nazi voyait Göring plus qu'un simple partisan. Il voyait un héros de guerre, une figure de prestige capable d'attirer les conservateurs et les militaires déçus. C'était le symbole parfait de la gloire perdue que le nazisme promettait de restaurer. Ainsi, l'alliance fut scellée. Le pilote décoré et l'orateur incendiaire s'unirent dans un partenariat qui, mu par l'ambition et le ressentiment, aiderait à plonger le monde dans les ténèbres d'une nouvelle guerre, l'ascension au pouvoir absolu. L'année est 1933. Après des années d'instabilité et de chaos politique, Adolf Hitler assume finalement le pouvoir en Allemagne. Les rues de Berlin résonnaient de marches, de drapeaux et de promesses de renaissance nationale. Pour Hermann Göring, le moment représentait la consécration d'une longue loyauté. Il avait tout misé sur Hitler et maintenant était l'heure de la récompense. Les documents officiels du Reich révèlent la liste impressionnante de postes qu'il accumula en l'espace de quelques mois. Ministre sans portefeuille, ministre-président de Prusse, commissaire du Reich pour l'aviation et ministre de l'Intérieur de Prusse. Aucun autre collaborateur du Führer ne reçut un tel accumul de fonctions si tôt. Göring n'était pas seulement un administrateur, il était le lien entre le pouvoir politique et l'appareil répressif du nouveau régime. Il contrôlait la police, la Gestapo et le système bureaucratique prussien, transformant la région la plus importante de l'Allemagne en un laboratoire de l'État nazi. En 1935, la farce de la légalité fut abandonnée. La Luftwaffe, reconstruite secrètement pendant des années sous la supervision de Göring, fut officiellement présentée au monde en violation ouverte du traité de Versailles. C'était la renaissance de l'orgueil militaire allemand et le symbole le plus visible du défi de Hitler aux puissances occidentales. Göring, maintenant commandant en chef de la nouvelle force aérienne, jouissait du prestige d'un conquérant moderne. « Me donner la Luftwaffe, c'est me donner le pouvoir », aurait-il dit, conscient que la suprématie des cieux serait la clé de la prochaine guerre. Mais le pouvoir de Göring allait bien au-delà des uniformes et des avions. En 1936, Hitler le nomma chef du plan quadriennal, un programme ambitieux destiné à préparer l'économie allemande au conflit inévitable. Avec ce poste, Göring devint le seigneur absolu de l'industrie du Reich. Il contrôlait les mines, les usines, le commerce extérieur et même la main-d'œuvre. Chaque tonne d'acier, chaque litre de carburant et chaque heure de travail dans les usines étaient comptabilisés sous son autorité. Sa signature apparaissait dans les décrets qui expropriaient les entreprises juives, confisquaient les matières premières et soumettaient des millions de travailleurs étrangers à la servitude industrielle. Göring croyait accomplir une mission historique. Pour lui, l'économie était une arme, et l'objectif était, bien sûr, de réarmer l'Allemagne jusqu'à ce qu'aucune nation n'ose la défier à nouveau. Entre des réunions pompeuses et des chasses luxueuses dans sa propriété de Karinhall, le maréchal construisait un empire personnel au sein de l'empire de Hitler. Le luxe qu'il affichait, uniformes extravagants, bijoux et collections d'art pillés, contrastait avec la brutalité des usines et des camps de travail qui soutenaient son pouvoir. Le 19 juillet 1940, après la victoire foudroyante sur la France, Hitler scella sa loyauté avec une distinction sans précédent. Il créa pour lui le titre de Reichsmarschall des Großdeutschen Reich. Maréchal du Reich, du Grand Reich allemand, c'était la plus haute charge militaire du régime, un poste inexistant jusqu'alors qui le plaçait au-dessus de tous les maréchaux et généraux de l'armée. Le décret officiel le désignait formellement comme le deuxième homme le plus puissant de l'Allemagne nazie. « S'il m'arrive quelque chose, Göring sera mon successeur », déclara Hitler publiquement le 1er septembre 1939, le même jour où les troupes allemandes envahirent la Pologne et la Seconde Guerre mondiale commença. Dans les registres officiels, cette désignation apparaît comme une succession légale et définitive. Göring était l'héritier politique du Führer, l'homme destiné à poursuivre son œuvre, mais avec le pouvoir vinrent les crimes qui tachèrent à jamais son nom. Le 31 juillet 1941, Göring signa l'ordre qui formalisa la mise en œuvre de la soi-disant solution finale de la question juive, déléguant à Reinhard Heydrich, chef du bureau central de sécurité du Reich, la tâche d'élaborer une solution générale de la question juive dans les zones de l'Europe sous influence allemande. Ce document préservé jusqu'à aujourd'hui dans les archives de l'Holocauste lie directement Göring à l'engrenage bureaucratique du génocide qui exterminerait 6 millions de juifs. L'ascension d'Hermann Göring semblait n'avoir aucune limite. Héros de guerre, ministre tout-puissant, maréchal du Reich, héritier du Führer. Mais derrière les décorations et les uniformes brodés,
croissait l'ombre de la décadence. Comment un homme pouvait-il accumuler autant de pouvoir? Qu'est-ce qui le motivait au-delà de l'ambition et de la vanité? Et surtout, à quel moment l'éclat de son étoile commença-t-il à s'éteindre? La chute de l'Icaré nazi, 1940 à 1942. L'apogée d'Hermann Göring fut aussi fulgurant qu'éphémère. La bataille de Grande-Bretagne, livrée dans les cieux d'une île qu'il avait promis de dominer, exposa de manière brutale les limitations de la Luftwaffe, la force aérienne qu'il se vantait d'être invincible. Les promesses grandioses de Göring à Hitler s'effondrèrent face à la détermination britannique. Les bombardements incessants sur Londres et d'autres villes, connues sous le nom de Blitz, ne brisèrent pas le moral de la population, ni ne neutralisèrent la RAF. Au contraire, les chasseurs Spitfire et Hurricane, guidés par le système de radar innovant développé par Robert Watson-Watt, infligèrent des pertes dévastatrices aux pilotes allemands, transformant ce qui aurait dû être une conquête éclair en un échec humiliant. Göring promit de protéger le Reich. Göring promit de détruire l'Angleterre. Göring échoua dans les deux. Enregistrèrent les observateurs du cercle intime de Hitler. Selon les documents préservés dans les archives fédérales allemandes, l'aura d'invincibilité du maréchal du Reich commençait à se dissiper. En 1941, l'invasion de l'Union soviétique approfondit le désastre. Göring avait assuré au Führer que la Luftwaffe serait suffisante pour subjuguer n'importe quel ennemi, mais la réalité du front de l'Est s'avéra impitoyable. L'immensité territoriale, le climat sévère et la résurgence de la force aérienne soviétique minèrent les capacités allemandes. Les aéronefs et les pilotes expérimentés furent perdus à un rythme alarmant, et la Luftwaffe, autrefois symbole de la puissance nazie, commença à se fragmenter sous le poids d'une guerre qui devenait impossible à gagner. À mesure que les défaites s'accumulaient, Göring s'éloignait de plus en plus de la ligne de front. À Karinhal, sa propriété luxueuse aux abords de Berlin, entourée de tapis, de sculptures et de peintures pillées dans les musées européens et les collections juives, il cherchait refuge dans l'ostentation. Les témoignages d'officiers nazis capturés après la guerre décrivent un Göring physiquement détérioré, obèse, dépendant de la morphine depuis les années 1920 et complètement détaché de la réalité militaire et politique du Reich qu'il avait contribué à construire. Avril 1945, Berlin était assiégé. Avec l'armée rouge qui s'approchait et Hitler retranché dans son bunker, Göring commit l'erreur qui scella son destin. Le 23 de Berchtesgaden, il envoya un télégramme au Führer, demandant l'autorisation d'assumer la direction du Reich, croyant que l'isolement de Hitler signifiait son incapacité. La réaction fut immédiate et furieuse. Hitler interpréta le geste comme une tentative de coup d'État. Les registres nazis rapportent son manque de contrôle. Göring m'a trahi. Arrêtez le traître. En quelques heures, le maréchal fut destitué de tous ses postes, expulsé du parti et placé en détention par ordre direct du Führer lui-même. Quelques jours plus tard, Hitler se suicida à Berlin. L'Allemagne se rendit sans condition et Göring, autrefois le deuxième homme le plus puissant du Troisième Reich, le héros de la Première Guerre mondiale et symbole de la machine militaire nazie, se trouvait prisonnier des forces américaines face à l'effondrement de tout ce qu'il avait contribué à ériger. Le jugement, le dernier spectacle de Göring. Le 9 mai 1945. Les unités américaines capturèrent Hermann Göring en Bavière. Contrairement à de nombreux leaders nazis qui tentèrent de fuir ou de se cacher, Göring se présenta aux Américains avec arrogance. « Je suis le Reichsmarschall Hermann Göring, deuxième homme du Reich allemand », aurait-il déclaré selon les rapports militaires américains. Durant les mois en captivité, avant le jugement, quelque chose de remarquable se produisit. Göring, forcé de se désintoxiquer de la morphine sous supervision médicale, retrouva sa lucidité et son apparence. L'homme qui était arrivé obèse et sédatif se transforma à nouveau en orateur brillant et stratégiste qu'il avait été. Le 20 novembre 1945, palais de justice de Nuremberg, débuta le tribunal militaire international, le premier grand procès pour crimes de guerre de l'histoire. 24 leaders nazis furent accusés, mais tous les regards se tournaient vers l'accusé numéro 1, Hermann Göring. Les transcriptions officielles documentent comment Göring émergea comme leader non officiel des accusés. Pendant les interrogatoires, il se montra défiant, intelligent, refusant d'exprimer du repentir. Les journalistes internationaux du New York Times et de la BBC observaient fascinés, tandis que Göring se battait verbalement avec les procureurs. « Je ne regrette rien,
J'ai simplement perdu la guerre, aurait déclaré Göring selon les registres préservés dans les archives de Nuremberg. Quand il fut confronté aux preuves des camps de concentration et des exécutions de masse, il insistait pour dire qu'il ne faisait que suivre les ordres, mais les documents ne mentaient pas. Lettre après lettre, décret après décret, tous portant sa signature. L'ordre du 31 juillet 1941 autorisant la solution finale, les mémorandums confisquant les propriétés juives, les directives de la Luftwaffe pour bombarder les civils. Le 1er octobre 1946, après des mois de témoignages dévastateurs, le tribunal annonça le verdict. Hermann fut reconnu coupable de tous les 4 chefs d'accusation. Conspiration pour commettre des crimes contre la paix, des crimes contre la paix, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. La sentence mort par pendaison. Qu'en pensez-vous du contenu? Vous aimez ce type de vidéo? Alors commentez la phrase « Je veux plus d'histoire ». Ainsi, vous nous encouragez à apporter plus de sujets historiques et vous aidez également à l'engagement de la vidéo, d'accord? N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de laisser votre j'aime pour que YouTube continue à vous recommander nos vidéos. Le dernier tour, la mort qui a trompé la justice. Le 15 octobre 1946. Veille de l'exécution. Hermann Göring avait perdu sa dernière bataille, non pas dans les cieux de l'Europe, ni dans les tranchées politiques du Reich, mais devant le tribunal de l'histoire. Son appel pour mourir en tant que soldat, par fusillade, avait été rejeté par les Alliés. La demande a été rejetée fermement. Le maréchal du Reich, autrefois le 2e homme le plus puissant d'Allemagne, serait pendu comme un criminel ordinaire. La dignité militaire qu'il revendiquait ne lui serait pas accordée. Pendant 11 longs mois, Göring avait vécu sous surveillance constante dans la prison de Nuremberg. Des gardes se relayaient par quart de 4 heures. Les lumières de sa cellule restaient allumées jour et nuit. Des fouilles minutieuses étaient effectuées régulièrement et tous les effets personnels des prisonniers étaient inspectés avec une extrême rigueur. Le protocole de sécurité était inflexible et non sans raison. Dans cette même aile attendait le même destin des figures centrales du régime nazi. Des hommes dont les noms étaient devenus synonymes de terreur. Ribbentrop, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Streicher. Tous attendaient l'aube qui leur apporterait la mort. Mais Göring, astucieux jusqu'à la fin, gardait un secret. Vers 20h45, le silence de la prison fut interrompu par quelque chose d'inhabituel. Le garde de nuit, en passant devant la cellule numéro 5, remarqua que le prisonnier ne bougeait pas. Il s'approcha, l'appela sans réponse. En ouvrant la porte, il vit Göring allongé sur le lit, en uniforme de prison, avec un visage serein. Il était mort. À côté du corps, une petite note manuscrite et entre les dents, des fragments de verre, restent d'une capsule de cyanure. Le document trouvé, aujourd'hui conservé aux Archives nationales des États-Unis, contenait une dernière provocation, écrite avec la même altière qui l'avait toujours accompagné. Pour les vainqueurs, j'ai préféré prendre mon propre poison plutôt que d'être exécuté par mes ennemis. La nouvelle explosa comme une bombe. Le scandale parcourut le monde en quelques heures. Comment un prisonnier surveillé jour et nuit, soumis à des inspections rigoureuses et confiné sous le regard attentif des Alliés, aurait-il pu réussir à cacher et à conserver une capsule de cyanure pendant près d'1 an? Les théories se multiplièrent rapidement. Certains enquêteurs ont suggéré que Göring avait réussi à garder le poison avec lui depuis sa capture, possiblement caché dans un tube de pommade ou cousu à l'intérieur des vêtements. Il y a ceux qui soutiennent qu'il l'avait caché dans une cavité dentaire préparée spécialement à cette fin. D'autres hypothèses pointent vers la complicité de l'un des gardes américains. Des décennies plus tard, en 2005, l'ancien soldat Herbert Lee Steve a affirmé au journal public avoir été responsable de la livraison de la capsule aux prisonniers, déguisée à l'intérieur d'un dictionnaire autographié. « C'est moi qui ai donné le cyanure à Göring », a-t-il déclaré. Cependant, l'enquête officielle n'a jamais confirmé son témoignage. Le rapport final des autorités militaires américaines a conclu de manière ambiguë. La source du poison reste non déterminée de manière concluante. Le mystère, comme la vie même de Göring, s'est terminé enveloppé de contradictions, d'orgueil et d'ombre. Le 16 octobre 1946, 1h du matin, tandis que les médecins examinaient le corps de l'ancien maréchal dans la même prison, les préparatifs pour les exécutions se poursuivaient avec précision militaire. Un par un, les 11 condamnés restants ont été menés à la potence. Joachim von Ribbentrop, le diplomate du Reich, Wilhelm Keitel, le chef du haut commandement, Ernst Kaltenbrunner, héritier de la machine de répression de Himmler, Alfred Rosenberg, l'idéologue du nazisme, Hans Frank, le bourreau de la Pologne,
Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl et Arthur Seyss-Inquart. Le dernier d'entre eux a été pendu à 2h45. Göring avait échappé à la potence, mais non au jugement de l'histoire. Son corps a été photographié comme preuve de la mort et ensuite incinéré. Les cendres ont été jetées dans un affluent du fleuve Isar, en Bavière, un geste délibéré pour empêcher que tout tombeau ne se transforme en lieu de pèlerinage pour de futurs admirateurs du nazisme. Ainsi s'est terminée la trajectoire de l'homme qui avait volé entre la gloire et la ruine, entre l'adulation et le mépris, scellant son destin avec le même poison qui symbolisait la fin d'un empire de destruction. L'héritage du deuxième homme du Reich, Hermann Göring, est mort comme il avait vécu, défiant, arrogant, refusant d'accepter la responsabilité morale de ses actions. Jusqu'à son dernier acte, le suicide était une tentative de contrôler son récit, de nier au vainqueur l'image de lui se balançant à la potence. Mais que révèle le cas de Göring sur la nature du mal ? Il n'était pas un fanatique idéologique comme Himmler, n'était pas un bureaucrate méthodique comme Eichmann. Göring était un opportuniste suprême, un homme qui avait échangé ses décorations de guerre contre un pouvoir illimité, qui avait transformé sa position en un empire personnel de richesses volées et de privilèges obscènes. Les documents de Nuremberg montrent un homme qui avait signé des ordres de mort de millions sans hésiter, qui avait organisé le pillage systématique de nations entières, qui avait construit un appareil de terreur, qui avait détruit des vies sur tout un continent et qui, confronté aux preuves de ses actions, avait simplement haussé les épaules. Le procès de Nuremberg, où Göring était le principal accusé, a établi des précédents juridiques fondamentaux qui persistent jusqu'à aujourd'hui. La jurisprudence internationale sur les crimes contre l'humanité, sur la responsabilité des commandants militaires et sur l'inadmissibilité de la défense d'ordre supérieur est née en partie de la nécessité de juger des hommes comme Hermann Göring. Il représentait tout ce qu'il y avait de gangstérisme dans le régime nazi, a écrit un correspondant britannique après le procès. Un voleur en uniforme de maréchal, un assassin avec des décorations militaires. Réflexion finale, le danger de l'ambition sans éthique. L'histoire d'Hermann Göring est plus que la biographie d'un criminel de guerre. C'est une étude sur la façon dont le pouvoir corrompt, sur la façon dont l'ambition sans freins moraux peut transformer un héros de guerre en l'un des architectes du plus grand génocide de l'histoire. Göring avait l'intelligence, avait le charisme, avait le courage militaire prouvé au combat, mais il a choisi de mettre ses talents au service d'un régime qui avait transformé la haine en politique d'État, qui avait industrialisé le meurtre et avait tenté d'exterminer des peuples entiers. Et jusqu'à ces derniers moments, il a refusé de se regarder dans le miroir et de voir le monstre qu'il était devenu. Son suicide n'était pas un acte de remords, c'était un dernier geste de contrôle, un refus final de se soumettre à la justice des nations qu'il avait tenté de détruire. Les dossiers de Nuremberg, les photographies, les documents signés de sa main, tout reste comme témoignage. Hermann Göring a peut-être échappé à la potence, mais il n'a pas échappé au verdict de l'histoire. Son nom reste à jamais lié aux crimes les plus odieux du XXe siècle. Si cette histoire vous a fait réfléchir à la façon dont les systèmes totalitaires peuvent transformer des gens ordinaires en auteurs d'atrocités, partagez cette vidéo. Nous ne devons jamais oublier ce qui se passe quand le pouvoir absolu s'allie à l'absence absolue de conscience morale.